Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Au programme de cette semaine, retour sur la crise au ministère de l'Intérieur. Une affaire Benalla qui n'en finit plus et un deuxième ministre d'État qui démissionne en fanfare avec le départ de Gérard Collomb. La place Beauvau-Paravolo, nouvelle démonstration du désintérêt du président pour les questions de sécurité. Un désintérêt qui a peut-être été fatal pour Gérard Collomb. Pour revenir sur ces catastrophes en cascade, nous accueillons Xavier Hofer. Bonjour Xavier Hofer, merci beaucoup d'être avec nous. On vous connaît, mais je vous représente quand même un peu. Vous êtes criminologue, vous enseignez la criminologie à Paris, en Chine aussi, il me semble. Et puis vous êtes à Washington. Et à Washington, évidemment, parce que tout le monde a le droit de bénéficier de vos lumières. Et évidemment, TV Liberté en bénéficie aussi, puisque vous êtes un peu le consultant maison maintenant de la criminologie. Alors, pour commencer, tout simplement, Xavier Hofer, on a l'impression d'une crise qui secoue le ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'on a déjà connu ça par le passé? Pas sous cette forme. Il y a déjà eu des crises, il y a déjà eu des crises de nerfs ou des crises plus sérieuses, etc. Mais là, on ressent un amateurisme terrifiant. Exemple avec l'affaire Benalla. Tout le monde, au-delà, et même encore déjà chez les gardiens de la paix, tout le monde au ministère de l'Intérieur sait que les grands chefs policiers, les grands cadres de la police, les gens de la place Beauvau, les hauts fonctionnaires ont une horreur en particulier, c'est les trucs parallèles. Ils n'aiment pas ça du tout. Ils pensent que ce qu'ils font est dangereux, ils pensent qu'ils sont légitimes de le faire, ils pensent que ce qu'on leur apprend à l'école des commissaires ou dans toutes les écoles où on forme ces gens-là les amène à avoir une notion précise de la légalité, du fait que nous sommes un État de droit et pas une république bananière. Et par conséquent, même déjà du temps du général de Gaulle, les barbouzes, etc., ils avaient bronché, ils pouvaient trop rien dire, parce que c'était quand même une sorte de guerre civile larvée, etc. Donc, mais ils n'en pensaient pas moins, et très vite, ils ont repris les choses en main. Et d'ailleurs, il faut bien se souvenir d'une chose, c'est que la tentative d'implanter l'OAS en métropole, du jour où on a chargé le renseignement intérieur, qui alors s'appelait la DST, de ça, c'était fini en un mois, quoi. Voilà. Donc, parce que les méthodes de police traditionnelles, c'est comme, si vous voulez, les médecins avec les médecines douces, les trucs de gourou, etc. Ils aiment pas ça du tout. Donc, le fait d'avoir laissé traîner dans le dispositif présidentiel un individu qui manifestement était une mouche du coche, qui voulait s'occuper de tout, qui traînait partout, qui disait « bougez pas, je m'en occupe ». Il voulait, le président, aller au Touquet. Qui est-ce qui avait les clés de la maison du Touquet? Ben, c'était Benalla, etc. Le genre de type qui vit dans l'idée, à proprement parler, délirante, que le chef d'État de 5e, 6e puissance du monde, quand même, la France, il pouvait être la porte d'accès et qu'il allait tout régenter et qu'il pouvait engueuler les préfets, etc. Naturellement, c'est très mal passé. Naturellement, il s'est fait piéger. Je ne crois pas que la journaliste du Monde ait hérité de la vidéo comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Et en conséquence de quoi, voilà, ça devait se terminer comme ça. Le fait de ne pas avoir repéré le zèbre en question d'entrée de jeu, de dire celui-là, on va le mettre dans un coin et puis il sera prié de ne pas en sortir, avec un rôle bien défini, bien limité, avec une lettre de commande, etc. Le fait qu'on n'ait pas fait ça est la preuve d'un amateurisme désarmant, aussi bien d'ailleurs chez le président de la République et son cabinet que chez le Premier ministre. Ils n'ont pas idée des affaires de sécurité. Ça ne les intéresse pas et ils n'y connaissent rien. Alors on l'a vu, l'affaire Benalla, ça a été un peu le feuilleton de l'été, Xavier Hofer. Il y a eu des rebondissements presque quotidiens tout au long de l'été avec cette histoire. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder un résumé, puisque c'était pas une mince affaire de faire un résumé justement avec tout ce qu'il y avait raconté. On va regarder ça tout de suite. Ça dure moins d'une heure? Oui. Alexandre Benalla, le nom de cet homme à tout faire d'Emmanuel Macron, chargé de mission à l'Élysée, n'avait pas vocation à être connu du grand public. Tout commence quand son visage et son identité sont révélés à la France entière le 18 juillet dernier par le quotidien Le Monde dans un article d'Ariane Chemin. La raison ? Ce proche du président a violenté un couple, place de la Contrescarpe à Paris, en marge des manifestations du 1er mai, le tout vêtu d'une tenue de policier.
Comment justifier sa présence parmi les fonctionnaires? De quel droit participait-il à cette opération de maintien de l'ordre? Le palais de l'Élysée est sommé de s'expliquer sur cet énergumène aux drôles de méthodes. Celui-ci aurait été mis à pied durant 15 jours puis rétrogradé à des tâches purement administratives, des sanctions internes dont on ignore encore l'effectivité réelle puisqu'il sera aux côtés d'Emmanuel Macron bien après, notamment au cours du mois de juillet. Le 19, lendemain des révélations, une enquête préliminaire est ouverte pour violence par personne chargée d'une mission de service public et usurpation de fonctions et de signes réservés à l'autorité publique. Alexandre Benalla est placé en garde à vue, puis mis en examen. Et si la réponse timide de l'Élysée, qui a délibérément choisi de ne pas porter les faits devant la justice, pose des questions, l'affaire ne fait que commencer. La communication officielle s'en mêle. Pendant ce temps, Macron botte en touche, estimant que l'affaire n'intéresse pas les Français. Pratique. À l'Assemblée, le ton monte. On soupçonne une police parallèle, une milice. Face à la grogne de l'opposition, une commission d'enquête parlementaire est organisée dans la précipitation. Les différents responsables officiels des forces de l'ordre, des opérationnels au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, en passant par le préfet, se contredisent. On ignore toujours si une autorisation en bonne et due forme avait été délivrée pour qu'Alexandre Benalla puisse accompagner les policiers lors de ce 1er mai mouvementé. Dans le même temps, on apprend que des hauts fonctionnaires de la préfecture de police auraient également transmis les copies des images de vidéosurveillance aux chargés de mission. Ils sont suspendus dans la foulée. Décidément, celui qui figure toujours à côté du président sur les photos jusqu'à la cérémonie du Louvre a le bras long. Tellement qu'on apprendra bientôt qu'il bénéficie d'une habilitation secret défense. En plus d'un passeport diplomatique, il dispose aussi d'un badge H, le plus haut degré d'autorisation pour pénétrer à l'Assemblée nationale. Un droit que l'intéressé justifiera par son adhésion au club de sport de l'Assemblée. La République met aussi une dépendance de l'Élysée à sa disposition, qu'est Branly, la même où François Mitterrand logeait Mazarine et sa mère, mais aussi une voiture de fonction dotée d'autorisation spéciale, de pare-soleil et de phares réservés à la police. Lors de son audition par la commission, comme sur le plateau de TF1, Alexandre Benalla, après avoir insulté par médias interposés le président Philippe Bas, montre un calme olympien. Il s'astreint à répondre avec précision, mais souvent à côté des questions. L'homme semble rompu à l'exercice, bien loin du gros bras que d'aucuns imaginaient. Au fil des diverses auditions, son profil se dessine. Gendarme réserviste, il aurait rejoint des sociétés de sécurité privée assez rapidement. Il aurait ainsi œuvré au Parti socialiste aux côtés de Martine Aubry puis de François Hollande pendant la campagne de 2012. Il travaille ensuite quelques mois pour Arnaud Montebourg, mais aurait été licencié par le ministre du Redressement productif après un accident de la route. Il ne reviendra à la sécurité officielle qu'en 2016 pour Emmanuel Macron. À partir de ce moment, Alexandre Benalla ne quittera plus celui qui deviendra président de la République. Avec sa mise en examen, le chargé de mission a l'obligation de remettre les armes à feu en sa possession. Il apporte alors un fusil à pompe et 3 pistolets. Pratiquant le tir sportif, il détient une autorisation de port d'armes, autorisation délivrée par la préfecture à la demande directe de l'Élysée, ce que confirmera le préfet de police de Paris, Michel Delpech. Gérard Collomb jure, quant à lui, qu'il n'était pas au courant. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur lui avait déjà refusé la demande en juillet 2017. De son côté, le colonel Lavergne, chef du GSPR, le groupement de sécurité de la présidence de la République, jure ne jamais avoir vu Alexandre Benalla armé lors d'un déplacement. Une déclaration battue en brèche quelques temps plus tard avec la publication d'un selfie pris en marge d'une sortie du candidat Macron près de Poitiers. Sur le cliché, Benalla pointe son arme sur la tempe d'une serveuse sans même qu'elle ne s'en rende compte. La vérité sur cette affaire devient de plus en plus opaque quand Libération affirme le 5 septembre dernier qu'Alexandre Benalla s'est rendu à Londres pour rencontrer un certain Alexandre Djouri, un homme d'affaires sulfureux de l'univers Sarkozy. 2 mois et demi après le début de l'affaire, on ignore encore qui est véritablement Alexandre Benalla. Cow-boy irresponsable, agent de sécurité qui a dérapé ou homme de main du président, le mystère reste entier. Bon alors Xavier Hofer, est-ce que vous avez la réponse? Qui c'est ce Benalla? Une mouche du coche. Il s'occupe de tout, il veut tout faire, il veut être partout en même temps. Il y en a de temps en temps comme ça dans la vie, il y en a dans les grandes entreprises. Vous savez, le secret de la politique, de la vie politique, il n'est pas glorieux. Je vais utiliser un mot d'argot et je vous prie à l'avance de m'en excuser parce que c'est le seul.
la politique, il faut morpionner, il faut être là tout le temps. Celui qui est toujours, il y a des exemples célèbres, toujours là, 24 heures sur 24, au bout d'un moment, le président ou un important personnage de l'État lève les yeux et puis il voit le type, il dit tiens, il y a la 3e circonscription du machin, tu veux y aller parce que il est 3 heures du matin, que tout le monde est fatigué, etc. Alors hop, il s'introduit dans le dispositif comme ça où on lui donne un job parce qu'il est là, qu'il est tout le temps là et qu'il est pratique. Et à la fin, il y a des cas célèbres, moi je ne veux pas donner de nom parce que je veux fâcher personne, mais du côté des giscardiens, j'ai connu un garçon qui, chez les Républicains indépendants, il allait porter le courrier. Ils étaient au 195 boulevard Saint-Germain, ils allaient porter le courrier rue des Saints-Pères à la Poste, et il s'est retrouvé ministre à la fin du compte. Il est tout le temps là, il morpionnait, il faut morpionner. Voilà. Alors Benalla, c'est un morpion comme les autres. Il y en a dans la vie politique, de sexe féminin ou masculin, et puis donc ils sont tout le temps là, ils sont pratiques, alors ils finissent par choper quelque chose au passage, et petit à petit, alors ils veulent tout, ils voulaient un port d'armes, l'habilitation secrète des défense, il est dans James Bond. Oui, c'est ça, parce qu'il donne beaucoup pour réussir à avoir, mais il demande également beaucoup, puisque finalement, il profite des ordres de la République allègrement. Exactement, et il a cette disposition d'esprit odieuse qui fait qu'il faut tout de suite écarter ce genre d'individu, c'est qu'il est jaloux de tout le monde. Il apprend que le secrétaire d'État à la marine marchande vient d'être décoré de l'ordre du grand Anacongois par un État d'Amérique latine. Il est jaloux parce que l'autre l'a eu et pas lui. Eva Joly était comme ça aussi. C'est des gens aigres qui veulent toujours ce que les autres ont et tout. Donc il est un peu comme ça et à la fin, bien entendu, le résultat de ce genre de choses est d'autant plus catastrophique dans le monde où on vit aujourd'hui que tout est enregistré. Sous Pompidou, un individu comme ça, c'était pas grave, personne ne le savait et personne ne pouvait le savoir. Aujourd'hui, au cœur du désert de l'Arkansas, il y a des stockages de milliards d'informations numériques. Vous tirez sur la ficelle et vous avez vu le nombre de photos ou de documents où on voit Macron et Benalla ensemble. Et ben c'est ça. Il faut plus faire ce genre de choses aujourd'hui, encore moins qu'avant, parce que vous tirez sur la ficelle et tout ressort. Alors, il morpionne, il s'occupe de tout. Alors, Djouri, un jour, si ça se trouve, on le laissait faire. 6 mois après, il prenait son petit-déj avec Abou Bakr al-Baghdadi de l'État islamique. C'est ce genre de mec qui s'occupe de tout. C'est un peu le même profil, les deux ? Alexandre Djouri et Alexandre Benalla ? Oui. Sauf qu'ils sont au même degré. Non, mais Djouri faisait dans le monde des affaires, lui, et l'autre plutôt dans l'entourage présidentiel. C'est le genre d'individu qui se mêle de tout et qui veut s'occuper de tout et qui veut tout régir. C'est une espèce de délire d'omnipotence et en psychiatrie, on appelle ça comme ça. Et ce genre d'individu est follement dangereux. Dès qu'on en repère un, il faut l'écarter tout de suite. Autour du président de la République, il y a des gens de grande expérience, des gens qui ont eu des fonctions dans la société éminentes, dans des grandes entreprises, dans des ministères. Le fait qu'il n'ait pas repéré l'emmerdeur est proprement sidérant, quoi. Alors justement, à ce sujet-là, on voit dans le sujet que nous avons vu, le responsable du QG d'En Marche avait alerté à plusieurs reprises sur le fait qu'Alexandre Benalla était compliqué à gérer, qu'il était colérique, qu'il pouvait être agressif et que c'était finalement une bombe à retardement. Donc on peut imaginer que dans l'entourage du président, plusieurs personnes lui aient tout simplement dit qu'il fallait peut-être se méfier de cet individu et que pour autant le président de la République a fait le choix de le conserver à ses côtés. Non, c'est pas aussi... cause à effet que ça, c'est plus bizarre, quoi. Vous avez des individus, ça passe entre les gouttes, quoi. Il n'est pas suffisamment important pour qu'on en fasse un casus belli. On le signale 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis à la fin du compte, zut, si le président veut le garder, qu'il garde, c'est ses oignons. Résultat, catastrophe. Mais, si vous voulez, c'est pas non plus la 3e guerre mondiale. Oui, justement, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est une négligence ou c'est un scandale d'État quand même ? C'est le signe extrêmement préoccupant d'un immense amateurisme. Voilà. Et Emmanuel Macron qui explique si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à venir me chercher. Faut s'en satisfaire. Je sais pas. En tant que citoyen, je trouve ça un peu, puéril comme attitude, du style si t'es pas content, c'est pareil. Il fait des réflexions, cet homme, qui font assez court de récré finalement. Et s'il veut devenir... Sarkozy, toute sa carrière de président, il est jamais entré dans la fonction présidentielle.
à savoir qu'il y a quand même, je sais bien que, plus d'un siècle et demi, Talleyrand avait dit que les morceaux de la Sainte Ampoule étaient brisés et qu'on ne la reconstituerait plus, celle du sacre du roi de France, mais quand même, il y a une dignité de la fonction. Le fait de se montrer entre deux gangsters qui font les signes de gang, etc., ou autres zèbres, c'est pas glorieux. À moitié nu d'ailleurs. Oui, mais bon, il fait chaud. Oui, ah bah oui, pardon. D'ailleurs, on regrette que le président de la République ne se soit pas mis à l'aise avec eux. Hein. Il y a quelque chose qui fait peur quand même, c'est le côté un peu, le langage du corps existe. Il avait l'air un peu soumis, le président, entre les deux, quoi. Ça fait un peu frémir. C'est le président de la République, il a le doigt sur le bouton nucléaire. Il n'est pas censé jouer avec des bandits. Là, il avait plutôt le doigt sur la couture du pantalon. Il avait l'air, de discuter entre égaux, ce qui est quand même assez grave. Le message que ça lance dans les banlieues françaises n'est pas optimal. Alors, on a vu, pour terminer avec cette affaire Benalla, que parmi tous les acteurs du pouvoir qui ont été un peu gênés de tout cela, c'est Gérard Collomb, et ça tombe bien parce que c'est aussi lui qui fait l'actualité de cette semaine. On a le sentiment que déjà, la proximité entre Gérard Collomb, qui était un marcheur de la première heure, qui a été l'un des premiers soutiens du président de la République, avant qu'il le soit, justement pour le pousser à se présenter contre François Hollande, contre le futur candidat à la primaire socialiste, etc., etc. Et on a l'impression que l'affaire Benalla a commencé à fragiliser la relation entre les deux hommes. Qu'en est-il ? C'est le ministre de l'Intérieur est au sommet de ce qui est peut-être la machine la plus lourde et la plus complexe de l'appareil d'État français, et il ne peut pas ne pas savoir ce que je vous ai dit d'emblée, que les histoires parallèles de types qui veulent porter des flingues, qui demandent à Pierre de leur en donner une, alors il veut pas, qui demande à Paul jusqu'à ce que ça marche. Ces histoires-là, ça les exaspère, et il est possible que Collomb en ait parlé au président en disant que ça faisait un peu mauvais genre, et si l'autre l'écoute pas, ben voilà. Alors effectivement, ça fragilise. Je crois que plus largement, à un moment donné, on ne peut pas ne pas prendre conscience, quelles que soient les promesses, quelles que soient les cajoleries, que, au fond, les problèmes de sécurité, le président s'en tape. Vous avez une preuve de ça. Il y a eu l'affaire Benalla, il y a eu quand même, et il faudra qu'on en reparle parce que c'est très grave, il y a eu les énormes émeutes de la nuit du mondial de foot où dans 30 villes de France, tout a été fracassé. Le lendemain du 17 juillet à 7 h du matin, les Champs-Élysées semblaient avoir vécu un tsunami. Et ces choses-là, quand même, sont graves. Si des gens sont capables aujourd'hui de faire des émeutes dans une trentaine de villes avec les matériaux urbains cassés, avec des pillages, avec des incendies de voitures, avec des blessés graves, avec des gens lynchés, avec des femmes et des jeunes filles agressées dans la rue et frappées parce qu'elles ne voulaient pas se laisser faire, à partir de ce moment-là, quand même, on se rend compte que les problèmes de sécurité dans notre pays, on ne parle même pas du terrorisme, mais même la sécurité au quotidien, sont graves. La semaine passée, le président Macron donne une grande entrevue, un grand entretien au journal du dimanche. Je l'ai lu la plume à la main, de la première à la dernière ligne, ça fait 2 pages du journal de dimanche, il n'y a pas un mot de quoi que ce soit qui s'approche de la sécurité. C'est là où il essaye de reprendre la main. Vous savez que le journal du dimanche, c'est la Pravda de Macron, quoi. Donc c'est le journal officiel de la Macronie. Alors, il parle là-dedans, il a donc toute licence de s'exprimer, il peut parler de ce qu'il veut, personne n'osera le censurer dans ce journal-là, et il ne parle à aucun moment des affaires de sécurité. C'est quand même grave. Vous avez des braquages tous les jours, des émeutes tous les jours. En France, il y a une partie du territoire français qui est en train de tourner à la favela, comme au Brésil. Et non, ça n'intéresse pas. Alors au bout d'un moment, on est ministère de l'Intérieur, on dit bah crotte, quoi. Ouais, je m'en vais. Alors avant de dire crotte, justement, Gérard Collomb avait commencé à distiller quelques exaspérations. C'était le cas quand il a fait une émission chez Jean-Jacques Bourdin. On va regarder ça. Nous avons manqué d'humilité. Quand à un moment donné, vous devenez trop sûr de vous, que vous pensez que vous allez tout emporter, il y a une phrase qui disait « Les dieux aveuglent ceux qu'ils veulent perdre », donc il ne faut pas que nous soyons dans la cécité. Il tirait la sonnette d'alarme, là, quelque part, déjà, Gérard Collomb.
Ben, c'est du bon sens, quoi. Il faut à un moment donné regarder ce qui se passe, quoi. Et regarder ce qui se passe, ça consiste à ne jamais avoir de Benalla ou consort dans son entourage. C'est des patates chaudes, quoi. C'est pour ça que le préfet de police dit « oulala, c'est pas moi ». Tout le monde s'est refilé la patate chaude. Tout le monde en faisait le minimum syndical pour céder aux exigences du zigoto en question. Et puis après ça, naturellement, ben, c'est pas moi, quoi. On peut pas... les préfets, les hauts personnages, c'est quand même une sorte d'aristocratie d'État, ils fréquentent pas des sganarelles comme ça. Voilà. Alors il y avait ceux du temps de Hollande qui lui organisaient les rendez-vous à moto avec ses copines. Et puis maintenant, voilà, il y a Benalla, ça fait quand même beaucoup, quoi, à la fin. Et finalement, on se dit que la rue du Cirque, c'était moins grave. C'est pas moins grave, c'est aussi pathétique, quoi. La Ve République, enfin le général de Gaulle, montait pas sur une Vespa pour aller voir ses maîtresses, et puis il n'y avait pas autour de lui un type qui lui réglait ses coups. Voilà, c'est pas envisageable, ça n'est pas digne. Alors, on l'a vu cette semaine, Gérard Collomb, visiblement, a décidé d'en finir vraiment avec la place Beauvau. Alors, il l'a fait par étapes. C'était sans doute, à l'instant, on vient de voir sans doute l'une des premières étapes, qui était de commencer à critiquer et à émettre un jugement critique sur l'action du gouvernement. On l'a vu aussi quand il a décidé d'annoncer dans la presse qu'il souhaitait se présenter à nouveau en 2020 à la mairie de Lyon. Au final, il fait encore mieux, puisqu'il récupère les clés avant même d'attendre l'élection, puisqu'on les lui rend, juste avant de claquer définitivement la porte pour finalement arriver à une passation de pouvoir avec Édouard Philippe qui était pour le moins très froide. On va la revoir. Monsieur le Premier ministre, si j'ai un message à faire passer, je suis allé dans tous ces quartiers, des quartiers nord de Marseille, au Mirail à Toulouse, à la périphérie parisienne, Corbeil, Aulnay, Sevran, c'est que la situation est très dégradée. Et le terme de reconquête républicaine prend dans ces quartiers tout son sens. Parce que oui, aujourd'hui, c'est plutôt la loi du plus fort qui s'impose, des narcotrafiquants, des islamistes radicaux, qui a pris la place de la République. Alors il faut à nouveau assurer la sécurité dans ces quartiers, mais je crois qu'il faut fondamentalement les changer. Quand des quartiers se paupérisent, se ghettoisent, il ne peut y avoir que des difficultés. Et donc nous en avons souvent parlé avec monsieur le préfet d'Île-de-France. Je crois vraiment que dans la périphérie parisienne, on ne peut plus continuer à travailler commune par commune, qu'il faut une vision d'ensemble pour recréer de la mixité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Alors je vais le dire un peu simplement, il est quand même gonflé. Je remarque une chose, là. Vous savez, c'est pas mon habitude d'astiquer mon auréole, mais là, il a fait du refaire. C'est sûr. C'est ce que je dis chez vous depuis quand même. Et puis en dehors, je crois que la première fois, dans France Soir, quand c'était un grand journal, il y avait un rédacteur en chef qui était conscient de ces problèmes-là. En 1973, sur les bandes et les banlieues, 2 jours de suite, j'avais fait une page, une grande page, c'est les grands formats de François. Depuis 1973, le problème existe. Et à chaque fois, pareil, oh là là, les quartiers perdus de la République, les territoires perdus, la reconquête, le machin, ça s'aggrave à chaque coup, quoi. C'est un peu original de tenir ce discours le jour de son départ. C'est un testament. C'est un testament. Il dit, attention, voilà... face à quoi mon successeur va se trouver. Je ne pense pas que M. Collomb soit quelqu'un de méprisable, je pense que c'est quelqu'un qui a une conscience, je pense que la politique existe, de ce que j'entends, il est parti précipitamment à Lyon parce qu'il y avait peut-être un danger pour son futur dans la ville. Hein. Tout le monde n'était pas enchanté de le voir revenir, donc il a fallu qu'il hâte le dispositif. Mais quand même, à un moment donné, Monsieur Collomb, il se réveille à 3h du matin et il se rend compte, dans le pire moment de la nuit, là, aux petites heures de la nuit, où les cauchemars, les ressentiments, tout ça revient, il se dit, ok, la police de proximité, ça va pas le faire.
Vous avez entendu ce qu'il a dit sur les quartiers en question. Il y a des voyous avec des calages qui tirent sur tout ce qui bouge. Et en face de quoi, il y a des gardiens de la paix qui ont des sifflets à roulettes, quoi. Comment il parle de voulez-vous narcotrafiquants aussi. Est-ce que c'est important ce terme ? Entendu, oui, c'est parce que c'est des bandes. Les bandes, il leur faut du fuel pour alimenter, c'est le narcotrafic, les marchés aux voleurs, etc. Et maintenant, la prostitution à la petite semaine, c'est ça qui fait tourner le deal, le business. Et il le sait parce qu'il a été sur le terrain, il a été maire d'une grande ville. Il voit juste sur ces affaires-là. Et à un moment donné, il dit « j'y arriverai pas ». Vous avez vu, c'est un homme fatigué. Il est fragile. C'est un aveu de faiblesse. Mais est-ce que finalement c'est l'aveu de faiblesse de Gérard Collomb ou c'est l'aveu de faiblesse du ministère de l'Intérieur qui est aujourd'hui enserré entre des forces de l'ordre dépossédées de tous leurs moyens et une justice complètement laxiste ont plus grand-chose à faire en fait? C'est pas le problème. Le problème de la sécurité au quotidien en France, ils viendront à ça aussi. Ils sont venus à l'analyse des criminologues. Vous avez entendu ce qu'il a dit, Collomb. Je crois qu'il voit des gens fréquemment qui tiennent sur ces sujets-là à peu près le même discours que moi et qu'il a fini par être impressionné par la justesse quand les gens, vous leur dites, voilà ce qui se passe aujourd'hui, donc il va se passer ça demain. Quand 3 fois de suite, ce que vous avez annoncé se produit, ok, les gens se disent, c'est juste, quoi, le diagnostic est le bon. Alors Collomb, il est dans cette optique-là, il voit les choses, et à un moment donné, il ne peut que se rendre compte d'une chose, c'est que dans la 5e politique, la décision politique, la politique c'est la décision. On ne vous demande pas de faire des commentaires, on ne vous demande pas de faire des analyses, on vous demande de décider, de prendre en conscience tous les éléments et puis après ça, de décider. Carl Schmitt est souverain, celui qui désigne l'ennemi. Ça, c'est le souverain qui le fait. Et le souverain en France, c'est le président de la République. À partir du moment où le président de la République semble se contrefoutre des problèmes de sécurité, s'exhibe à côté de gangsters, publie son grand message de mobilisation de la rentrée dans lequel il n'y a pas un mot sur la sécurité, qu'est-ce que vous voulez faire ? Donc le problème de la décision, il est chez le président de la République. Si le président de la République et le Premier ministre convoquent le ministre de l'Intérieur et convoquent le préfet de police de Paris en disant « Monsieur le préfet, je veux la liste de tous les individus ayant dans la région parisienne 20 contacts et plus avec la police ». Interpellation, déferment, arrestation, peine de prison, etc. Je veux la liste. Et une fois que la liste en question est entre ses mains, vous verrez, c'est pas tellement d'individus que ça. La criminologie, nous n'arrêtons pas de le répéter, en matière de crime, c'est toujours les mêmes qui font tout. Quand dans les films américains on dit « bring the usual suspects », rassembler les suspects habituels, on a raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous avez vu, encore récemment, il y a une jeune fille qui disparaît, on cherche, le type qui a déjà violé dans le coin, bingo, c'est lui, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors il faut faire la liste de tous les gens dans la région parisienne, dans tous les grands bassins de criminalité, l'île Roubaix-Tourcoing, la région lyonnaise, la région marseillaise, je veux la liste. Et à partir de ce moment-là, on les fout en tôle. Ils font des exactions au quotidien, donc c'est pas le fait de rouvrir les camps. Il s'agit simplement de les condamner pour les actions qu'ils font. À l'heure actuelle, ils sont dans des fiefs où il ne leur arrive rien. Vous avez les condamner peut-être à de la peine de prison, peine qu'ils exécuteront ? Évidemment. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Oui, non, mais là encore, il y a des moyens d'agir sur la justice. Le général de Gaulle, il tapait sur la table, les magistrats obéissaient. Comment voulez-vous vous faire obéir des magistrats quand vous êtes en photo entre 2 gangsters ? Enfin, quand même. Ils disent quel est le moment où le président est sérieux quand il me demande de sévir, quand il dit après qu'une policière a été lynchée devant sa petite fille de 3 ans par 2 voyous déjà 10 fois condamnés. Elle était à ce moment-là dans la Seine-et-Marne, mais les 2 voyous venaient, where else, de Seine-Saint-Denis, comme d'habitude, et donc elle se fait lyncher. Alors Macron, il fait un petit tweet ou un petit truc, c'est inadmissible, on va sévir. À quel moment il est sérieux ? Quand il dit ça ou quand il figure entre les 2 gangsters ? Vous êtes magistrat, vous avez une carrière à faire, vous vous posez la question. Ce sont des messages, mais... très contradictoires, c'est le moins qu'on puisse dire. Dont le niveau de contradiction est tel que c'en est accablant. Alors en tout cas, le départ de Gérard Collomb a beaucoup été commenté. Tout le monde y est allé de sa petite analyse. On va regarder sur Twitter et on en parle après. Affaire Benalla, ce n'est pas une crise politique. Hulot démissionne, ce n'est pas une crise politique.
Collomb démissionne. Ce n'est pas une crise politique. Bref, c'est une crise politique. 1. Critiquer le melon du président à la TV. 2. Dire 100 fois pire à des journalistes en off. 3. Annoncer une candidature dans un hebdo. 4. Faire fuiter son posage de DEM dans un quotidien. 5. Répéter le 4. Dingue, les plans médias qu'il faut pour se faire virer de nos jours. Et là, je lui dis, c'est ça où je fais la matinale de France Inter demain. Collomb, ce n'est pas un départ, c'est un divorce. Ce n'est pas une faute, c'est une volonté de nuire, une agression politique. 2 ministres d'État qui démissionnent en un mois, la Macronie gouvernementale entre en agonie. On peut penser ce qu'on veut de la façon dont Gérard Collomb quitte le gouvernement, mais il faut lui reconnaître une chose, c'est un vieux renard. Et s'il part, c'est qu'il sent que sa survie politique serait compromise dans un gouvernement qui est en train de sombrer. Collomb n'a pas démissionné, il s'est carrément sauvé, surréaliste scène de ce quinquennat. Purée, pour un nouveau monde, on est servi. Je ne sais pas qui plaindre le plus, Barcelone ou Lyon. #Valls, #Collomb. Bon, au-delà des petits tweets qui, des fois, arrivent à être amusants, moi, j'ai une question un peu plus originale, on va dire. On voit souvent sur les réseaux sociaux, sur les groupes de TV Liberté, les groupes des réseaux sociaux relativement actifs, s'intéresser à des groupes d'influence. On parle notamment de la franc-maçonnerie au sein du ministère de l'Intérieur. On sait que Gérard Collomb, possiblement, y appartient. Est-ce que ces luttes d'influence peuvent avoir un lien avec ce type de réseau ? Sans doute, mais tout le temps, pas à cette occasion-ci particulièrement. Un gouvernement, une classe politique, ce sont des influences contradictoires, des intérêts, des réseaux, des bandes, des groupes, des magouilles parfois, des mafias, ça arrive même. Et puis, mais ça c'est constant, quoi. C'est pas à cette occasion-là particulièrement. Vous avez un homme qui est sans doute meurtri et écœuré de voir que sur un sujet aussi grave, il n'y a pas moyen de se faire entendre, que la sécurité, j'entends, au quotidien. D'autant plus important de se faire entendre, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde des hybrides et que ceux qui détruisent des abribus le soir de mondial de foot un jour peuvent très bien descendre dans la rue avec un couteau en criant Allahu Akbar et égorger quelqu'un. Qu'à l'heure actuelle, la coordination du renseignement et de la lutte antiterroriste de l'Élysée, ils se rendent compte de la limite de leur action. Ils se rendent compte que quand on ne peut pas entrer dans un certain nombre de cités en France, eh ben on ne peut pas y recueillir du renseignement. Que l'homme qui a tué le colonel Beltrame, il était sans doute en train de s'agiter depuis plusieurs semaines parce que c'est des gens perturbés. Donc les gens perturbés, c'est pas des grands conspirateurs, quoi. Ils commencent à dire ouais, je vais tous les tuer, etc. Bon, mais personne ne remonte jusqu'aux autorités parce que c'est des endroits où règne l'omerta et que les 600 ou 700 quartiers, dont 100 quartiers jadis déclarés par M. Vauzel, le président de la communauté provençale Côte d'Azur, de la région, quartier en sécession. C'est très grave le mot sécession. La guerre de sécession. Alors les 100 quartiers en question, plus les 6 ou 700 un peu moins toxiques, eh ben voilà, c'est là où se trouve le problème, c'est le seul problème. Et à un moment donné, Collomb en prend conscience, il se réveille, comme je vous dis, un beau jour en disant « je vais pas y arriver, la police de proximité ». On ne reconquiert pas ça avec des gens qui jouent au basket avec les petits jeunes. Bien sûr. Et qui ont des sifflets à roulettes comme tout moyen de défense. J'en termine en disant qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont armés. Pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, il y a un officier des pompiers qui dit qu'il a trouvé 494 impacts de plomb sur son camion de pompiers. Les camions de pompiers, c'est quand même vaguement censé sauver la vie des gens, quoi. Voilà. Et en face de ça, vous avez des policiers, dès qu'ils posent la main sur la crosse de leur pistolet, il y a des enquêtes, il y a l'IGPN, et puis ils sont emmerdés jusqu'à plus soif, ils doivent remplir des papiers pendant 48 heures. Voilà, la police française, à l'heure actuelle, elle n'a pas une main dans le dos pour boxer, elle a les deux. Donc Collomb, à un moment donné, il dégage. Alors que des influences contradictoires de sectes, de réseaux, de machins, se fassent sentir autour de lui, oui, comme toujours. Mais à la fin, il s'en va parce que c'est plus vivable.
Alors j'ai une dernière question pour clore cette émission très rapide. Gérard Collomb s'en va. On a vu que Martine Aubry, qui n'est pas non plus la plus branchée sécurité qu'on connaisse, a fait des déclarations qui semblaient montrer qu'elle s'inquiétait aussi de la situation en France, du communautarisme, de la violence, de l'insécurité. Est-ce qu'on a franchi un nouveau cap ? Oui. Clairement, parce que, vous savez, la base de la criminologie, le principe de base, c'est que les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Ils ne s'arrêtent pas d'eux-mêmes. On les laisse faire, ils continuent. Et à un moment donné, ça devient insupportable. Vous voyez ce qui se passe au Brésil à l'heure actuelle. On continue comme ça, on y a droit. Il n'y a pas de raison pour qu'ils s'arrêtent. À un moment donné, eh ben voilà, il ne faut pas mettre 3 mois à retrouver M. Faïd. Il faut pouvoir agir vite, il faut pouvoir agir fort, dans le respect strict de la loi. Il y a toutes les lois qu'il faut, il y a tout le personnel qu'il faut, on ne fait rien à l'heure actuelle, et si on continue à rien faire, eh ben on le paiera. Merci beaucoup Xavier Hofer. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager cette émission et puis d'en parler autour de vous pour nous faire connaître. On compte sur vous. À la semaine prochaine.